Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à tous. Merci de nous réserver l'une de vos rares interventions à l'occasion de la sortie de votre livre Le temps des tempêtes, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. D'ailleurs, vous allez le dédicacer après cet échange. On a une petite heure ensemble. Je voudrais aussi vous remercier d'être en quelque sorte le parrain de Bismart, puisque cette heure est retransmise en direct sur Bismart. Bismart, c'est la chaîne des audacieuses et des audacieux, la chaîne de toutes celles et ceux qui sont là, les chefs d'entreprise, qui sont en première ligne pour relancer notre pays. Et évidemment, l'une des questions qu'on va aborder ensemble, c'est la question des similitudes entre la crise de 2008 et celle que l'on vit aujourd'hui. Votre livre, vous l'avez intitulé « Le temps des tempêtes ». Et vous dites d'ailleurs que vous aimez ce climat particulier. Vous pouvez même peut-être parfois le provoquer. C'est ce que vous évoquez dans le livre. Est-ce que cette tempête que malheureusement on vit tous depuis des mois ne vous donne pas un petit regret, une nostalgie de ne pas être au pouvoir aujourd'hui? Je me demandais où est-ce qu'il allait atterrir. En souplesse. On n'est Bah, pas, j'ai essayé. on n'est pas déçus. D'abord, vous me permettrez, Thomas Hugues, de saluer Renaud Muselier, mon ami depuis si longtemps, de saluer Martine Vassal également, avec beaucoup de chaleur, et s'il me le permet, de saluer le préfet, Christophe Mirmand, qui se souvient peut-être que quand il était plus jeune, on a travaillé ensemble. J'ai une grande confiance en lui. Monsieur le Président, moi, j'ai toujours considéré qu'être invité par des chefs d'entreprise, c'était valorisant. J'ai même été un président de la République qui a été parlé devant le MEDEF. Vous étiez le premier à le faire d'ailleurs. Oui, c'est préoccupant pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. Je ne vois pas ce que ça a de courageux. Il faut arrêter de dire à longueur de journée que les chefs d'entreprise, c'est la force vive de la nation et avoir peur d'aller s'exprimer devant eux. Il faut une cohérence, il faut une logique. Et ça fait partie des nombreux problèmes de notre pays. Peut-être on y reviendra. Alors, cher Thomas Hugues, la tempête. Vous savez, la vie n'est qu'une succession d'épreuves. Et le bonheur n'est jamais dans l'épreuve évitée, mais dans l'épreuve surmontée. Tous ici et dans les autres salles, vous le savez bien, il n'y a pas un seul d'entre vous qui est dans sa propre vie personnelle, professionnelle, sa santé, sa vie de famille, n'a pas rencontré l'échec est la règle, et la philosophie de vie, c'est la renaissance. Renaître après un échec, renaître après une épreuve, renaître après une maladie, renaître après une déception. C'est ça la vie. La vie, c'est un combat. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, quel que soit l'âge. Et c'est ça que j'aime. Au fond, le combat, la lutte, l'énergie. Qu'est-ce qui donne de la dignité à l'homme? C'est justement cette capacité à faire des erreurs, à rencontrer l'échec, à ne pas savoir pourquoi il est né et où il va. Nos vies durent le temps d'un demi-timbre-poste, et pourtant le matin on se lève comme si c'était important. Et c'est important. Et toute ma vie, les tempêtes m'ont fasciné. Et au fond, je pense qu'on se réalise, chaque être humain, le mieux quand c'est dur, quand c'est difficile, quand c'est pas évident, quand il faut se battre. Et de ce point de vue, le métier de président de la République n'est pas décevant. Si vous deviez comparer votre expérience en 2008, ou peut-être les caractéristiques de la crise de 2008, qui était d'abord, je crois, une crise de la confiance, et celle que l'on vit aujourd'hui, vous diriez quoi? Attends, avant, je m'aperçois que je n'ai pas répondu. Moi, j'ai aucune nostalgie. Je n'ai jamais de nostalgie. Pour moi, le passé n'existe plus. Enfin, il n'existe plus. Ça a dû vous démanger un petit peu quand même Non. là, pendant ces derniers mois, non? Pas du tout. Et vous savez, si ça me démangeait, ça se verrait. Donc j'ai eu la chance de représenter la France et de diriger la France
d'avoir des postes ministériels prestigieux. Au fond, j'aime la vie. J'aime la vie, j'aime l'action. Et tant que j'ai la force de vivre et de me passionner, je ne suis pas en train de me dire « Ah, si j'y étais… » Non. J'ai quitté beaucoup de beaux endroits et je ne me suis jamais retourné. Parce que pour moi, vraiment, la seule chose qui compte, c'est ce qui vient. Parce que c'est tellement incertain le temps, on ne sait jamais ce qui va arriver. Il faut vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre. J'en ai vu qui vivaient dans l'amertume, j'en ai vu qui vivaient dans des rêves démesurés pour eux. Moi, je suis un homme du présent. J'aime vivre le présent. Alors, les crises, vous savez, la première caractéristique, c'est que chaque fois qu'on en vit une, on dit que c'est la pire qu'on ait jamais connue. Moi, le premier. C'est la pire avant la prochaine. Et ce qui compte au fond dans la crise, me semble-t-il, c'est pas tant de prendre la bonne décision. Naturellement que c'est mieux de prendre la bonne décision que la mauvaise. C'est de la prendre vite. Vite. La maladie de nos sociétés, c'est de différer les décisions. Et vous, les chefs d'entreprise, vous le connaissez bien, ça. Parce qu'une bonne décision, c'est une décision qui est prise au bon moment. Et la même décision prise en retard devient une mauvaise décision. Et c'est toute la difficulté de ce qu'on appelle le consensus. Si vous attendez le consensus pour prendre la bonne décision, vous prendrez la mauvaise décision. Parce que si tout le monde est d'accord pour la décision que vous allez prendre, c'est que ce n'est pas une bonne décision. C'est qu'elle est prise trop tard. Et il y en a combien parmi vous qui ont pris la décision de créer leur entreprise avant les autres, alors que tout le monde autour de vous devait dire « non, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela ». Donc je crois vraiment, et ça c'est très contraire à l'état d'esprit dans notre pays, il faut décider vite. La rapidité d'exécution, c'est ce qui donne de la marge de manœuvre. Parfois, on cherche à prendre la décision la meilleure possible, on perd du temps, on essaye de rassembler autour de ça, et à la fin, c'est une mauvaise décision. Et en 2008, vraiment, on a sans doute raté des tas de choses, mais je crois que ce qu'on a fait bien, c'est qu'on a décidé tout de suite. Et moi, je me souviens pour le discours de Toulon, je dis à toute mon équipe, la semaine prochaine, je vais annoncer que l'État garantit tous les dépôts bancaires, sans limite. Et j'ai vu le mur de la technocratie se lever devant moi. Non, mais président, c'est une bonne idée, mais il faut plafonner, il faut mettre un ratio, sinon on va dire que vous êtes pour les riches. J'ai dit, écoutez, vous ne m'avez pas compris, c'est moi le président. Donc je vais annoncer, on garantit tout, sans limite, sans plafond. Et parce qu'on fait cela, ça ne coûtera pas cher. Mais non, président, vous ne pouvez pas, ça va coûter trop cher, il faut plafonner à 150 000, il faut plafonner à 250 000. Bon, avec ma capacité d'écoute qui est bien connue, j'ai donc décidé que ça serait sans plafond. Et à l'arrivée, les Français m'ont entendu. J'ai dit devant eux, pas un seul d'entre vous ne perdra 1 centime d'euro. C'était en 2008-2009, nous sommes en 2020, je peux être ici à Marseille et dire à tous, il n'y en a pas un seul d'entre vous qui a perdu 1 centime d'euro. Parce que c'était massif et parce que c'était tout de suite. Et ça, c'est la clé. Faire massif, la grande décision, ne fait pas prendre plus de risques que la petite. Et la grande décision ne nécessite ou ne suscite pas davantage d'ennemis que la petite. Mais la grande décision change tout. La petite ne change rien. Et il faut le faire tout de suite. Parce que le temps perdu, il se rattrape jamais. La conséquence de cette crise, c'est la création du G20. C'est une idée que vous avez impulsée, qui a réussi à se mettre en œuvre très rapidement. Est-ce que le G20 a joué son rôle dans la crise que l'on vit aujourd'hui? Est-ce que finalement les États n'ont pas un peu réagi chacun de leur côté et peut-être surréagi chacun de leur côté?
Ouais. Mais une fois qu'on a pris la décision de garantir les dépôts, parce que moi, ma crainte, c'était que les gens aillent à la banque. Parce que le dimanche, j'avais eu le Premier ministre anglais, Gordon Brown, un homme de grande qualité, hein, socialiste, mais à l'anglaise, c'est-à-dire à ma droite. Et Gordon Brown, qui est un homme remarquable, m'avait téléphoné pour me dire, écoute, c'est la panique ici, je vais annoncer la nationalisation de toutes les banques anglaises. Mais je lui ai dit, écoute, Gordon, tu es fou, tu es le plus libéral d'entre nous, tu ne vas pas faire ça. Il me dit, écoute, Nicolas, les queues commencent à se former à Londres devant les banques. On ne peut pas prendre le risque. Et c'est quand j'ai entendu ça que je me suis dit, il faut aller vraiment vite et massif. Mais une fois qu'on avait cautérisé la blessure béante, ça ne suffisait pas. Il fallait organiser la reprise. C'est une chose d'arrêter de perdre son sang, c'en est une autre de retrouver de la vitamine. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je me souviens, c'était une nuit, j'étais au Canada pour le sommet de la francophonie, et je n'arrivais pas à dormir. Je me dis, ça ne va pas, on passe à côté de quelque chose. Il faut une idée neuve, il faut que la planète entière se remette en place. Et ce n'était pas l'ONU. L'ONU décidait de rien, comme d'habitude. Le FMI faisait rien, comme d'habitude. Enfin bon, ça bavassait partout, mais il n'y avait pas d'éléments pour décider. Et j'ai l'idée de rassembler les 20 premières, en fait d'abord les 14, puis après c'est devenu les 20, je voulais faire un G14, des 14 grandes économies du monde, pour qu'on se réunisse et qu'ensemble, on décide d'appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez la voiture, si vous mettez les 14 moteurs ensemble, ou s'il y a les 14 séparés. Et Jean-David Lévite, qui était mon Sherpa, était avec moi. Je dis à Jean-David, on s'en va. Mais il me dit, on s'en va, mais le sommet n'est pas fini. Le sommet est égal. Il dit, mais c'est vous qui le présidez. Bon, on trouvera quelqu'un d'autre. Bon. Mais enfin, je pense que le sommet de la francophonie, c'est très important, mais que le monde est en train de s'écrouler et qu'il y a plus important. Il me dit, mais vous voulez aller où? Je dis, je vais aller aux États-Unis, convaincre le président Bush, parce que c'est la première économie du monde, parce que c'est la première puissance du monde, qu'il faut qu'on se bouge dans le même sens, tous ensemble. Il se renseigne, et Bush était à Camp David, parce que ce n'était pas commode. Obama était candidat à marcher sur l'eau, Bush ne pouvait pas sortir, tout le monde lui tapait dessus. Ouais. Et d'ailleurs, il hésite à intervenir parce qu'il dit « je suis en fin de mandat ». Exactement. C'est compliqué, quoi. Et il me dit « écoute, je me repose à Camp David ». Je dis « j'arrive ». Et mais je t'ai pas invité. Oui, mais moi j'arrive quand même. Parce qu'il y a une pagaille terrible. Il faut qu'on trouve. Je prends Barroso et nous allons à Camp David, où il est là-bas avec Paulson, le secrétaire d'État au Trésor qui avait fait Lehman Brothers et qui s'était trompé sur tout et dans toutes les longueurs. Condoleezza Rice, qui est une femme remarquable, sa femme, Laura, et puis lui il était un peu sonné. Et il y avait de quoi d'ailleurs, moi aussi, hein, mais ça se voyait moins, mais enfin quand même. Bon, au fond, je me disais, c'est pas marrant tout ça, parce que avec le Covid, c'est très dur, mais on sait pourquoi ça s'est arrêté. À l'époque, tout s'arrêtait, mais on ne savait pas pourquoi. C'est une différence énorme. Le Covid, si vous trouvez le vaccin, ou s'il n'y a plus de Covid, vous comprenez. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas d'explication rationnelle. Personne ne comprenait rien. Tout s'était arrêté, il n'y avait plus de confiance. Mais il n'y avait plus de confiance comme dans un couple, et quand il n'y a plus de confiance dans un couple, on essaye de trouver des raisons, mais la vérité, c'est qu'aucune des raisons n'explique vraiment la destruction de la confiance. Bref, j'arrive là-bas, et je lui dis, Georges, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu dois prendre l'initiative. Moi, j'étais président de l'Europe, mais c'est toi qui dois prendre l'initiative. Et pendant 2 heures, il me dit, non, il n'en est pas question, vous allez tous me taper dessus. Et je lui dis, mais tu as tort, parce que tu ignores que c'est dans l'œil du cyclone que la mer est la plus calme.
Donc si tu nous invites tous à Washington, mais qui tous? Et je lui dis les 14 plus grands. Bon. Il me dit laisse-moi réfléchir, il part 1 heure. Et moi je reste dans une salle à Camp David avec notre équipe, et au bout d'1 heure il donne son accord, mais il dit attends, ça ne sera pas 14, ça sera 20. Ça je m'y attendais, les États-Unis ne sortent jamais sans l'Arabie Saoudite, sans la Corée du Sud, sans la Turquie, sans l'Argentine, enfin, sans l'Australie, sans leurs amis habituels. Et c'est là où on fait le G20. Et 1 mois après, il y a le G20. Et le G20, quand je rentre dans la salle à Washington et que je vois les 20 premières économies du monde ensemble, vraiment j'ai un choc parce que c'est... Et là, on décide d'y aller tous ensemble dans le même sens. Et je vois le roi d'Arabie Saoudite à côté de Lula, Lula à côté de Bush. On était tous là. Alors ça m'a valu beaucoup d'adversité, parce que quand je suis revenu à la table du Conseil européen que je présidais, comme il n'y avait que 5 Européens, bien sûr, les 23 autres n'étaient pas très contents. Et bon, c'est comme ça. Et puis, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, me dit merci d'avoir détruit le G199. Je lui ai dit, tu sais, tu t'en occupes très bien de le détruire tout seul, tu n'as pas besoin de moi. Et il me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que comme vous prenez aucune décision, parce que toutes les décisions que vous prenez, c'est à l'unanimité, et que personne n'est unanime, donc il n'y a pas de décision. Or, il faut prendre des décisions. Et le G20 a pris des décisions. Et c'est vrai, vous avez raison Thomas, c'est dans la crise, là, je veux pointer quand même la disparition du FMI, dont vous n'avez même pas entendu parler. Fascinant. C'est sorti de l'actualité. Je dis que depuis que Strauss-Kahn ne fait plus des siennes, j'aurais pas dû. Hein. Bon, sans doute. Bah, c'est des vieux réflexes, c'est des vieux réflexes, c'est des vieux réflexes. Mais enfin, le FMI n'a rien fait. Les Nations Unies, ce n'est pas leur compétence, mais n'ont rien fait non plus. L'OMS, ça fait de la peine. Et le G20, par téléconférence, c'est de la télé, mais ce n'est pas de conférence. Hein. Donc, il y a un sujet énorme de coordination des politiques au niveau européen comme au niveau international. Au niveau européen, ce qu'on voit avec l'Angleterre, c'est très préoccupant, quoi. Ce monsieur Johnson, je ne le connais pas, mais enfin, ça ne donne pas énormément envie de le connaître, parce qu'il a dit qu'il voulait le Brexit pour protéger les Anglais. C'est les Anglais qui ont eu le plus de Covid. Alors franchement, ce n'est pas une réussite énorme. Hein. Bon. Et on a besoin de coordination. À une crise mondiale, il faut une réponse mondiale. À une crise européenne, il faut une réponse européenne. Et par évidence, c'était une crise mondiale. Alors, je ne vais pas être le seul, évidemment, à vous poser des questions. On a préparé cette intervention avec l'UPE et avec vous qui êtes dans la salle. Donc, il y a pas mal de questions qui sont prévues. Je pense que Guy Puech pourrait poser la première question. Donc, moi, alors, je ne vois pas la salle. Donc, je vais vous demander de vous lever, peut-être de vous présenter quand même un peu plus en longueur et de poser votre question. Bonjour, Monsieur le Président, je suis ici. Donc Guy Puech, j'ai deux caractéristiques. La première, c'est que je suis judoka. Et j'ai à côté de moi Jean-Paul Coche, que vous connaissez particulièrement, un ceinture noire 9e dan français. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 1972 à Munich. Gagné, il est là. Et si vous voulez savoir, cette année-là, il y a eu 3 médailles de bronze pour le judo français. Monsieur Mounier en léger et Monsieur Brondani en mi-lourd. Je vois que vous connaissez parfaitement. C'est ce que m'avait dit Jean-Paul. C'est un métier. Et deuxième caractéristique très surprenante aussi, je suis entrepreneur. Alors, je suis entrepreneur, je suis président fondateur d'une entreprise des services du numérique qui s'appelle Altersys, que j'ai créée dans une année que vous avez citée, qui est 2008, hein, une année de crise, et qui, au bout de 12 ans, fait 350 personnes. Elle est basée à Aix-en-Provence. On est présent en France, en Afrique du Nord et en Europe. Et ma question est européenne. Vous avez été en plein centre des efforts diplomatiques qui ont conduit à la signature du traité de Lisbonne. Beaucoup d'entrepreneurs dans le cadre de l'Europe
regardent cette Europe en se disant elle est complexe, comment faire? Est-ce que vous pensez qu'on peut, enfin comment pensez-vous plutôt qu'on peut rassembler et rapprocher en fait l'Europe des entreprises et surtout avec des optiques moins réglementaires et moins punitives? Merci, Monsieur le Président. Bon. Il ne s'agit pas de questions politiques. Moi, je ne fais plus de politique. J'en ai fait toute ma vie. Et ce temps-là est révolu pour moi. Mais c'est une affaire extrêmement sérieuse. Et j'aime Marseille, j'aime le Sud. Je suis un garçon de la Méditerranée, donc je sais très bien à qui je parle. Mais je vais vous parler très franchement et je vais vous dire les choses comme je les ressens. Moi, j'ai la chance d'appartenir à une génération qui a succédé à la génération des génies qui ont fait la réconciliation franco-allemande. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père, que j'ai adoré, qui avait fait la Première Guerre et la Deuxième Guerre et qui détestait les Allemands. Comme beaucoup de Français. Et je sais très bien comment on les appelait dans ma famille. Et ma famille n'était pas une exception. Et ces génies, De Gaulle, Adenauer, ont construit la réconciliation allemande, la réconciliation franco-allemande. Et mon grand-père, il l'a accepté. Et grâce à ça, le continent le plus sauvage, le plus brutal du monde est devenu le continent le plus paisible, le plus pacifique du monde. Là où il y a eu les guerres les plus épouvantables, c'est pas en Afrique, c'est pas en Asie, c'est en Europe. Et c'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Là, on a exterminé les Juifs, c'est pas au Moyen-Orient, c'est en Europe. Et là où il y a eu la guerre la plus abominable, c'est en Europe, au XXe siècle. C'est pas une blague. C'est une réalité. Et les Allemands et les Français de Louis XIV à la Seconde Guerre mondiale, on s'est affrontés tous les 30 ans. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est votre question. En tout cas, c'est ma réponse. C'est parce que ça, c'est des réalités que malheureusement on n'apprend plus assez à l'école, que malheureusement on oublie. Mais cette réalité-là, elle est incontournable. Les peuples ne changent pas. Et grâce à l'Europe, ça fait 70 ans que sur notre continent, on connaît la paix. Eh bien moi, je ne peux pas accepter, pas pour des raisons de gauche ou de droite, je ne peux pas accepter que la génération qui a précédé la mienne ait fait la réconciliation franco-allemande et qu'aujourd'hui, on regarde bras ballants l'Europe exploser avec l'Angleterre s'en aller. Je ne peux pas l'accepter. Parce que c'est facile de divorcer. Je connais beaucoup de couples qui ont divorcé, j'en connais assez peu qui se remettent ensemble. Et perdre la deuxième économie européenne, pour moi, c'est un drame. Donc, la question centrale, c'est comment sauver l'Europe. Parce que vous avez raison, il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui se méfient de l'Europe. Il y a beaucoup d'autres. Les agriculteurs, tout un tas de gens. La question, c'est que le modèle européen, tel qu'il a été construit pour les 70 dernières années, n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Et qu'il faut inventer le modèle pour les 70 ans qui viennent. C'est ça la question. Elle est centrale. Ça ne peut plus marcher comme ça marchait quand on était 6, 9, 12, 13, 19, 28, 27. Et donc, il ne faut pas jeter l'Europe. Il faut refonder l'Europe pour tenir compte de ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, il faut arrêter de se lamenter sur les manques de l'Europe des 70 ans passés et imaginer l'Europe des 70 ans qui viennent. Et à ce moment-là, on se met dans une autre dynamique. Et pour moi, la première chose, et peut-être vais-je vous choquer, l'Europe au singulier, c'est fini. Il n'y aura plus jamais une Europe. Parce qu'à 28 et demain à 36, parce qu'il faudra m'expliquer pourquoi les Balkans ne sont pas en Europe alors qu'ils sont européens,
Ça ne peut pas fonctionner avec une Europe. Je ne crois pas du tout à l'Europe des cercles, parce que personne ne veut être en deuxième division. Je crois à une Europe multiple. Il y aura l'Europe de l'euro, il y a l'Europe de l'Union, c'est-à-dire l'Europe du marché, et il y aura l'Europe de Schengen. Prenez l'Albanie. L'Albanie, vous ne le répétez pas, mais c'est 3 kilomètres de la Grèce. Et donc l'Albanie, naturellement, n'a pas vocation à être dans l'Europe de l'euro. Naturellement, n'a pas vocation d'être dans l'Europe du marché. Ils ne sont pas prêts. Mais moi, je préférais qu'ils soient dans l'Europe de Schengen, parce que je préférerais que ce soit nous, ensemble, qui gérions les frontières de l'Albanie, plutôt que les laisser seuls gérer leurs frontières. Et à partir de ce moment-là, voyez-vous, on aura une Europe de l'euro qui irait vers plus d'intégration, une Europe de l'Union qui se concentrerait sur une dizaine de politiques prioritaires, et chacun comprendrait, y compris les chefs d'entreprise, l'intérêt qu'il y a à avoir ça. J'ajoute une deuxième chose, l'Europe ne peut pas continuer à se faire piétiner. Moi, c'est bien beau d'avoir le cortège des Hulot et compagnie. Pourquoi vous regardez moi? Vous avez bien dû l'inviter. De nombreuses reprises, oui. Vous savez, consistait à donner des leçons aux chefs d'entreprise et aux producteurs français, et à continuer à faire rentrer en Europe des produits venant de pays qui ne respectent aucune des règles qu'on impose à nos propres producteurs ici. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas être les seuls qui n'arrivent pas à se défendre dans un monde de compétition acharnée. Donc, je voudrais vous dire, mais je voudrais que vous imaginiez que c'est vraiment ce que je pense, au plus profond de moi-même, que la question aujourd'hui, c'est d'être profondément européen et donc profondément pour le changement de l'Europe. L'Europe a besoin de réformateurs. L'Europe a besoin de gens qui imaginent le futur, pas de gens qui gèrent le passé. Et alors, ça m'amène à une dernière remarque. La fable de l'égalité en Europe ne tient pas. Parce que quand la crise souffle, ce n'est pas le Luxembourg qu'on va chercher, ce n'est pas Malte qu'on va chercher, ce n'est pas Chypre qu'on va chercher, c'est l'Allemagne et la France. Et le leadership, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Et de ce point de vue, la France comme l'Allemagne ont le devoir de porter les idées nouvelles pour l'Europe des 70 ans qui viennent. Et chaque fois que le président de la République essaiera d'entraîner l'Europe vers le futur et vers cette nouvelle architecture, moi je pense que c'est une bonne chose. Une autre question dans la salle, question sur la charge fiscale des entreprises, l'impact sur la compétitivité de la France. Je crois que c'est Alain Doux qui a prévu de poser cette question, entrepreneur à Aubagne. Oui, bonjour Monsieur le Président. On a bien entendu qu'il fallait aller vite et fort pour prendre les décisions. On a en permanence des sujets sur la fiscalité pour nos entreprises. Est-ce que vous pensez que ce qui a été annoncé, c'est assez vite et assez fort, en particulier sur les impôts directs de production, par exemple, et en particulier pour redonner de la compétitivité, éviter que les chefs d'entreprise cèdent à la tentation de revenir aux travailleurs détachés et à toutes les misères que cela entraîne sur nos métiers, en particulier dans le bâtiment. Bon, il y a deux réponses. Il y a une réponse d'actualité et puis une réponse sur le fond. Sur la réponse d'actualité, ce que vous appelez les impôts de production, c'est grosso modo 110 milliards d'euros. Il représente à peu près la totalité des recettes de l'impôt de production des autres pays européens. Le mal français, il est là. On est le pays qui est champion du monde des impôts, pas simplement en Europe, hein, partout, et où le sentiment d'injustice est le plus prégnant. Cherchez l'erreur. Et il y en a encore qui disent qu'il n'y en a pas assez. Plus on augmente les impôts, plus le sentiment d'injustice est prégnant. Il faut peut-être qu'on arrête. C'est quand même un sujet. Alors, le Premier ministre a annoncé, je crois, 10 milliards de baisse d'impôts. On
peut penser que ce n'est pas assez. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Oui. Et je le dis sans aucune arrière-pensée politique, je le dis parce que je le pense. La réponse à la crise, ce n'est pas plus d'impôts. La réponse à la crise, c'est plus de travail. Et moins de prélèvements. Ça, c'est la première remarque. Alors après, est-ce que c'est assez vite? Pour moi, oui, si ça rentre en vigueur tout de suite. Non, si on laisse Bercy faire le catalogue de 870 pages sur comment on peut utiliser ou pas utiliser. Hein? Quand j'avais autorisé la défiscalisation, je crois que c'était de 150 000 € par famille et par enfant, j'ai une bataille avec Bercy terrifiante, j'ai dit je veux un recto verso. On m'a amené 18 pages. Il fallait être polytechnicien dans la botte pour comprendre ce qu'on pouvait faire. Je dis non, je ne veux pas. Recto verso. J'ai 12 allers-retours pour obtenir satisfaction. Ça, c'est la réponse d'actualité, en quelque sorte d'opportunité. Mais sur le fond, je voudrais vous dire autre chose qui est peut-être plus difficile à entendre. Comment le présenter le mieux possible? Tout le monde parle de la crise sociale. Moi, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Pour moi, la seule crise qui vaille, c'est la crise du travail. Et la vraie crise, c'est le sentiment de braves gens qui travaillent dur et qui pensent qu'à la fin du mois, il n'y en a pas assez dans la gamelle. Il n'y en a pas assez dans le portefeuille. Il n'y a plus rien à la banque. C'est ça la crise. De gens, de Français, de Françaises qui se disent, de tous les niveaux, je bosse toute la journée, je travaille dur, et à la fin du mois, il ne reste rien. Elle est là, la crise. Et la solution à la crise, c'est celle du pouvoir d'achat de cette France-là. Ce n'est pas d'aller imaginer de nouvelles allocations. D'ailleurs, quel est le seul pays au monde, et hommage soit rendu à la France et au gouvernement, où l'État a pris les salaires des entreprises, à la place, les a payés, c'est nous. Donc la solution n'est pas dans plus de social, comme on le dit. La solution, elle est dans une meilleure considération du travail et de récompense du travail. Vous allez me dire, mais vous l'avez dit, oui, je n'ai pas changé. Autorisez-moi cela. Mais il y a une deuxième chose que je veux également dire. La passion égalitaire française nourrit l'injustice. Je vais m'essayer à dire quelque chose de complexe. La justice peut préparer beaucoup d'inégalités. Parce que nous ne travaillons pas tous de la même façon, parce que nous n'avons pas tous la même énergie, parce que l'égalité, ça veut dire niveler. Et moi, je suis contre le nivellement. Je crois à la différence, je crois au travail, je crois au mérite, et je crois que chacun doit avoir pour ce qu'il met. Et donc cette passion égalitaire, elle construit une jalousie nationale qui crée beaucoup d'amertume et beaucoup de problèmes. Alors que moi, ce qui me fascine et ce qui me plaît, c'est la différence. J'aime les gens différents. Et j'aime que cette différence soit considérée et soit représentée. Regardez vos enfants. Ils ont la même éducation, ils ont le même sang. Y en a-t-il un seul qui ressemble à l'autre? Ils sont différents. Eh bien, moi, je souhaite un pays qui tienne davantage compte de cette différence. Et si la revendication, c'est le nivellement et l'égalitarisme, vous ne tenez pas compte de la différence. Et voilà le problème français. Il est là. Parce qu'au prix de cette passion égalitariste, vous découragez la partie de la population la plus imaginative, la plus entreprenante, la plus volontaire, la plus énergique, au détriment de tous. Parce qu'à l'arrivée, et je vais vous faire cet aveu, moi je crois au vertical et je ne crois pas à l'horizontal. Parce que l'horizontal, c'est le nivellement.
Et je pense qu'il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une famille, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une commune, il n'y a pas une collectivité, Martine, il n'y a pas un conseil régional, cher Renaud, qui peut fonctionner sans un leader ou sans une personne qui tire les autres, qui prend les coups pour les autres, qui montre la voie et qui conduit. Et je suis assez désespéré de voir que le leadership aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de leadership, est devenu illégitime dans notre pays. C'est peu de vous dire que les citoyens tirés au sort, c'est pas mon truc. Parce que quand on va à l'hôpital, je ne demande pas qu'on réunisse le personnel et qu'on tire au sort celui qui va m'opérer. Quand je monte dans l'avion, enfin quand il y en avait, on réunit les passagers et on tire au sort celui qui va piloter. Eh bien, pour diriger la France, je ne souhaite pas qu'on tire au sort ceux qui vont diriger la France. Je continue avec des questions de la salle. Kevin Polizzi, une question sur... Alors ça rejoint, vous l'avez un peu évoqué, la question du Brexit, mais elle est intéressante. Kevin Polizzi, patron de Jaguar, Jaguar Network, si je ne me trompe. Est-ce que vous êtes là et est-ce que vous avez le micro? Là-bas. Bonjour à tous. Bonjour. Thomas, Monsieur le Président, merci pour votre présence à Marseille aujourd'hui. Vous avez souvent critiqué le Brexit. Aujourd'hui, le plan de relance a été annoncé à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale aussi. Pensez-vous que sans le Brexit, nous aurions eu la capacité à décider aussi vite, aussi massivement, comme vous l'avez décrit tout à l'heure? Et je crois beaucoup, pour reprendre votre propos précédent, à la méritocratie, entrepreneur du numérique depuis déjà plus de 10 ans. On a mis en place un système de management vraiment différent, basé sur les talents et l'expression des talents. Et finalement, est-ce que cette crise n'est pas aussi une crise générationnelle sur laquelle d'autres entrepreneurs, le relais, la transmission, un petit peu comme vous le faites aujourd'hui, vont prendre le dessus et créer finalement cet élément de solidarité qui va nous permettre de mettre en œuvre un plan de reprise et de créer une Europe intégrée, une Europe souveraine. On a raté quelques éléments de notre souveraineté. Pour revenir sur le propos du Brexit, il y a un film incroyable, Brexit, qui démontre à quel point la data gouverne les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas la bonne occasion d'accélérer et de construire un avenir immédiat à horizon lointain? Bon, c'est bien tourné. Je ne suis pas sûr d'avoir tout pigé, mais je vais quand même essayer de vous répondre. Bon. La première partie, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas plus simple sans les Anglais? Et j'essaye de faire il un peu mon est touchant, métier. Thomas, Oui. parce qu'il pense que je suis sincère quand je dis que je n'ai pas compris. Bon. J'essaye de participer un peu. D'abord, monsieur dit que j'ai critiqué le Brexit. Non, je suis à mort contre le Brexit. Ce n'est pas une critique. C'est beaucoup plus fondamental que ça. D'abord, dans la crise de 2008, jamais les Anglais ne m'ont compliqué la tâche. Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Europe, je suis président de l'Europe, qu'on organise à l'Élysée, et j'invite Gordon Brown au sommet de la zone euro pour les 3 premiers quarts d'heure. Angela arrive et me dit « T'as pas fait ça ?» Je dis « Si. » « Mais tu te rends compte de ce que tu fais ?»« Oui, je me rends compte qu'on ne peut pas s'en sortir sans 75 millions d'Anglais, 65 millions d'Anglais qui tirent dans le même sens que nous. Bien sûr qu'ils ne sont pas dans la monnaie unique. Mais enfin, avec les Anglais, on voit les mêmes films, on aime la même musique, on lit les mêmes livres. Il y a 30 kilomètres entre la Grande-Bretagne et nous. Au moment où la Chine veut dominer le monde, au moment où l'Asie a 4 milliards d'habitants alors qu'on est 500 millions, est-ce que vous croyez qu'on sera plus fort en se divisant? Qui peut me dire qu'ils ne sont pas européens, qu'il n'y a pas une civilisation européenne? Certes, ils conduisent à gauche, certes, ils ont les bobbies, certes, la cuisine, on peut en discuter. Mais il y a une civilisation européenne, il y a une culture européenne, il y a une géographie européenne. Enfin, vous vous rendez compte quand même que l'Occident a dominé le monde pendant 5 siècles,
Et qu'aujourd'hui, on est en décadence. Quand je suis né, il y a 2,5 milliards d'habitants sur la planète, on est 7,5 milliards. Sur les 7,5 milliards, il y en a 4 milliards en Asie et 500 millions en Europe, et l'Occident, c'est 800 millions de personnes, ou 850 millions de personnes. Vous croyez vraiment qu'on peut se permettre de perdre le moteur, le deuxième moteur de la fusée économique européenne? Ça n'a aucun sens. Aucun. Absolument aucun. C'est un appauvrissement pour eux, parce qu'ils pensent que les États-Unis vont mieux tenir compte d'eux s'ils sont en dehors. Les États-Unis, vous pensez que les avions vont faire Washington, l'Europe continentale, directement sans s'arrêter en Grande-Bretagne? C'est un appauvrissement pour eux et c'est un appauvrissement pour nous. C'est incontestable. En tout cas, de mon point de vue. De surcroît, c'est une puissance militaire et on en a bien besoin, nous les Français et nous les Européens. Qui va assurer la défense du continent si on n'est pas capable? Donc, franchement, de ce point de vue-là, je m'inscris en faux, si vous me le permettez, je vous réponds franchement, il nous aurait compliqué la tâche. En 2008, ça n'a absolument pas été un problème. J'ajoute que j'aime le dynamisme anglais, j'aime leur libéralisme, et que ça fait du bien pour le continent d'avoir un petit peu cette tendance. Hein. Ça mettait un peu d'anglo-saxons dans des traditions qui étaient autres. On en avait besoin. Bon, la deuxième partie, je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que pour moi, je n'ai jamais adhéré au concept de nouvelle économie ou de nouveau monde. Pour moi, il y a les entreprises qui gagnent de l'argent et les autres qui en perdent. Je n'arrive pas à comprendre le reste. Vous savez, à la fin des années 90, il y avait des gens très célèbres qui expliquaient que la vieille économie était finie et que la nouvelle économie, on allait voir ce qu'on allait voir. Oui, on l'a vu. Hein. Ils n'avaient pas de clients, pas de produits, pas d'acheteurs. Ils levaient des fonds. Ça s'est traduit par un certain nombre de désastres, et Alcatel a été l'un de ces premiers désastres. Hein. On m'expliquait à l'époque que l'avenir, c'était les entreprises sans usine. Oui, ben ça a été les entreprises sans usine, mais sans entreprise non plus. Hein. Bon, donc, je ne crois pas au nouveau monde. Je n'y ai jamais cru. Et même quand j'étais très jeune, j'ai jamais fait de cet argument, de cette situation un argument, parce que je savais déjà que ça passait plus vite qu'on pouvait l'imaginer. Qu'on passe du plus jeune au plus vieux. Comme ça, avec la vitesse du vent. Donc, la vie, ceux qui disent qu'après le Covid, rien ne sera plus comme avant, vous n'y croyez pas quand même. Vous n'imaginez quand même pas ça. La vie, c'est plus fort que les circonstances. Relisez Pagnol, relisez Louis Sarre sur le toit, et vous verrez les épidémies qui ont endeuillé, ravagé le sud de la France. Après les Twins, on a dit plus personne ne prendra l'avion. 3 mois après, les avions étaient pleins. Ça n'a pas de sens. Et il n'y a rien qui se démode plus vite que le nouveau monde. Si, il y a la nouvelle économie. Donc, quand on a des clients, quand on satisfait ses clients, quand on a la croissance, quand on fait des bénéfices, on est une entreprise. Et il n'y a pas des secteurs qui sont des secteurs plus modernes que l'autre, même dans des secteurs réputés archaïques, il y a de la technologie, il y a de l'investissement, il y a de l'innovation, il y a du mérite, il y a de l'énergie. Voilà. Et c'est ça qui fait une économie. Bon. Le numérique, aujourd'hui, il est partout. Je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut dire du mal des entreprises de la tech. Je dis simplement qu'il y a des modes et qu'il n'y a rien qui se démode plus que la mode. Et donc, ce qui compte, c'est de construire une économie puissante. Lorsque j'étais candidat en 2007, j'avais quelqu'un que je connaissais, il m'a dit « Mais pourquoi tu passes ton temps dans les usines? C'est démodé, les usines. Il n'y a plus d'ouvriers. Il faut aller dans les services. » Et moi-même, je me disais qu'il est bête, celui-là. Parce que le jour où il n'y a plus d'industrie, le jour où il n'y a plus d'usine, les services, ils se mettront au service de qui? De qui? Voilà. Donc j'en ai vu des modes, j'en ai vu des spécialistes de Jean-Marie Messiade, autres, sur ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, etc. D'ailleurs, lui-même
a rebondi avec brio et qui lui soit d'ailleurs rendu hommage. Mais le nombre de bêtises qu'on a entendues à l'époque, hein, avec ce qui était la générale des eaux, Vivendi, avec les services aux collectivités qui comptaient plus aujourd'hui, c'est Veolia. Ça compte pas, Veolia, aujourd'hui? Ça a disparu, Veolia? Bon. Et moi, je crois qu'un grand pays, c'est un pays qui est capable de construire des voitures, des bateaux, des trains, des avions. Je ne crois pas à l'économie sans industrie. Je n'y ai jamais cru, c'est pas aujourd'hui que je vais accepter cela. Je ne dis pas du tout que c'était votre question, mais en tout cas, c'était vraiment ma réponse. Allez, encore 2 questions pour terminer. Lionel Calisi, qui est le président du Conseil national des experts comptables. Question sur cette crise du Covid qu'on vit tous ensemble, évidemment. On va revenir peut-être avec la comparaison avec 2008. Je vous laisse poser votre question. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous avez été président pendant la crise 2008, président de l'Europe. Est-ce que vous pensez que les actions qui ont été mises en place par notre pays sont à la hauteur des enjeux pour sauver l'économie? Et puis aujourd'hui, nous sommes au temps de la reprise. Vous parlez de reprise, de décisions rapides. Est-ce que vous pensez que les décisions prises sont assez rapides? Et quelle est votre vision de ce qui pourrait être pris pour avoir une reprise de notre économie rapidement? Et puis, dernière partie de ma question. Quand il y a une crise, on a besoin de courage pour se lever, pour affronter cette crise, sans avoir comme vision essentielle et la seule vision, le principe de précaution à outrance. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos dirigeants, quelque part, sont équipés pour naviguer en pleine tempête? Bon, c'est pas facile, votre question, parce que ça me remet en plein dans la soupe, là. Je suis partagé entre l'envie de vous dire vraiment ce que je pense et le souci de ne pas me remettre dans cela. Alors, comment faire? D'abord, j'ai été président et j'ai vu de près tous ceux qui critiquaient sans rien faire. Et à cette époque, je me suis juré d'essayer de ne jamais être de cela. Parce que, au fond, critiquer, c'est tellement facile. Je ne suis pas en charge. Moi, j'ai tendance à ne pas monter dans une voiture que je ne conduis pas. Et j'aime pas critiquer. Et c'est trop facile après de dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Bon, mais ce n'est pas à moi de distribuer des bons ou des mauvais points. Je n'en ai pas les compétences et je n'en ai pas la légitimité, et donc je ne le ferai pas. En revanche, je peux faire 2 remarques. La première, c'est que dans chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires. C'est une maladie française. Et pour moi, l'adversaire, c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. Alors, c'est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, qui a sans doute fait des erreurs, comme on en fait tous, moi le premier, mais j'observe qu'en période de crise, il y a les pseudo-spécialistes qui se précipitent et qui disent du mal de quelqu'un. Il faut un coupable, et c'est celui-là. Bon, franchement, ça m'a paru déplacé. Je n'ai aucune compétence pour dire qui a raison ou qui a tort. En tout cas, ce n'était pas le sujet. Chacun a fait comme il a pu, et lui le premier. Et la deuxième remarque, c'est que je crois profondément que le pire risque est celui qui consiste à n'en prendre aucun. Et vraiment, plus ça va, plus je considère que le principe de précaution n'est pas un principe de vie. Parce qu'à ce raisonnement-là, on ne se marie pas, on ne fait pas d'enfants, on reste couché, on serre la main à personne, remarquez que maintenant on est tranquille, alors que la vie, c'est au contraire, prendre des risques et tenter sa chance. Et vous, les entrepreneurs, vous le savez bien. Donc,
La Vous dites crise, même, pardon de vous interrompre, la crise c'est l'ennemi de la prise de risque, alors que celle-ci, la prise de risque, est le seul moyen de survie. oui, je pense, c'est la seule marge de manœuvre que l'on ait. Et si j'avais simplement un conseil à donner, très modestement, à ceux qui nous dirigent, c'est vous vous trompez jamais quand vous prenez tous les risques. Parce que la crise oblige à se remettre en question. La crise modifie les équilibres de pouvoir et de contre-pouvoir. Et donc, si vous allez vite, modifie le rapport de force et vous permettre de prendre des décisions que vous ne pouvez pas prendre, ou que vous n'avez pas le courage de prendre, ou que vous n'avez pas l'opportunité de prendre en temps normal. Par exemple, le G20, en temps normal, on n'aurait pas pu prendre cette décision. Et souvent on me dit, mais t'as pas eu de chance pendant ton quinquennat, 2 crises comme ça. Mais moi, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense que les crises que j'ai vécues, c'était une opportunité passionnante d'être confronté à la vie. Vous savez, si on n'aime pas le vent qui souffle, il vaut mieux pas monter à l'arbre le plus haut de la forêt. Il vaut mieux rester en bas. Ça souffle moins fort. Et donc la crise, c'est une opportunité. Et au fond, on passerait à côté, quand je dis une opportunité, vous comprenez bien que ce n'est pas au sens chance, hein. Les malheureux qui sont morts ou qui sont malades, ce n'est pas du tout la question. Mais c'est une opportunité d'accélérer des changements et de prendre des nouvelles orientations et de prendre de nouvelles décisions. Et c'est ça, à mon avis, que le gouvernement français doit faire. Alors évidemment, il y a tout l'appareil d'État et il y a toute la technocratie qui, parce qu'ils croient que c'est leur rôle, freine là-dessus. Mais je pense que la crise doit être un accélérateur de décision, oui, vraiment. Le confinement généralisé, qui n'a pas seulement été décidé seulement en France, c'était un excès de précaution? Je ne peux pas vous dire vraiment ce que je pense, parce que ça serait... Bon. Je pense que le confinement est une bonne chose, mais après qu'on ait été testé. Parce que si vous confinez des gens sans les avoir testés, vous confinez des malades asymptomatiques avec des gens bien portants. Et vous vous souvenez du paquebot bloqué, là? Je crois que c'était dans la baie de Tokyo, si mon souvenir est exact. Au début, il y a eu un malade. Les autorités là-bas ont empêché tout le monde de descendre. Confinement, hein, du bateau. À l'arrivée, il y en a eu 540. Donc le confinement est tout à fait nécessaire, mais après le test, pas avant le test. Une dernière... C'est plus facile pour le coup à dire maintenant oui. que de le dire maintenant. Moi, j'ai été confiné dans le sud de la France avec ma famille, je n'ai pas à me plaindre. Et c'est pendant ce temps-là que vous avez écrit une majeure partie de ce livre. Il fallait bien s'occuper, cher Thomas. Allez, une dernière question. Odile Parisot, la présidente du Conseil des prud'hommes. À vous le mot de la fin, la dernière question de cette session passionnante. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Donc j'ai compris qu'il fallait être précise et concise. Donc Odile Parisot, je suis chef d'entreprise dans l'exploitation cinématographique. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle dont je possède un petit peu des murs. Voilà. Ma question est la suivante. Vous nous avez évoqué lors de vos propos, effectivement, et cela nous a permis de comprendre votre volonté, votre pragmatisme, votre énergie dans vos relations diplomatiques et ces caractéristiques. Ma question est la suivante. Comment pouvez-vous nous conseiller de les appliquer dans leur dialogue social? Aujourd'hui, un dialogue social qui est plutôt dans l'attentisme et où les corps intermédiaires sont dévalorisés alors qu'ils sont tellement importants, je dirais, dans la vie économique pour nos entreprises et pour l'ensemble de la société. Bon, c'est pas facile. D'abord, moi, je pense que la franchise est la clé de tout. Parfois, on me dit, mais regardez, ça fait 1 an qu'on discute. Ben, des gens qui discutent depuis 1 an, 1 année, c'est des gens qui ne discutent pas. Vous imaginez passer 1 année à parler de la même chose avec quelqu'un? On peut mourir d'ennui pour moi, hein. S'il faut 1 année pour se comprendre, pourquoi pas 10? Alors, on a dit que j'étais brutal, on peut le penser, je ne le crois pas du tout. J'aime dire les choses. Quand j'ai réformé les retraites, on est passé de 60 à 62 ans.
9 manifestations nationales, la dernière avec 3 millions, M. Gaudin est dans la salle, de manifestants, il n'y a pas eu un coup de bâton. Mais j'ai dit ce que je pensais. On vit plus longtemps, donc on va cotiser plus longtemps. Et ça, je n'en démords pas. Si on vit plus longtemps, si on commence à travailler plus tard, on doit travailler plus longtemps. Personne ne me fera changer d'avis. Aucun syndicat n'a voulu à l'époque signer avec moi. On était à 1 an de la présidentielle. OK. C'est leur droit. Mais la discussion, c'est dire vraiment les choses, pas les contourner, pour à chaque fois faire un compromis qui contourne ou qui évite de prendre la décision. Le dialogue social, c'est pour prendre des vraies décisions, pas pour prendre des quarts de décision. Ce n'est pas la coutume à la néo-calédonienne, hein, où on existe parce qu'on a passé des heures interminables, à se regarder plein d'arrière-pensées. Je crois que le vrai dialogue, c'est que chacun fasse comprendre à l'autre quelle est sa ligne rouge, et qu'on essaie de trouver un chemin, mais pas d'éviter pour uniquement faire du surplace. Ça, j'y crois pas. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que je crois de moins en moins à la cogestion. Déjà, je n'ai pas cru beaucoup avant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez raison de souligner l'importance de ce que vous appelez les corps intermédiaires, pour y dire les syndicats notamment. Mais les syndicats, ils doivent défendre des acquis sociaux, ils doivent défendre des mandants. Et ça, c'est parfaitement respectable. Et c'est très utile. Mais si vous leur demandez de gérer, on ne sait plus qui fait quoi. Ce n'est pas leur rôle. C'est le rôle du gouvernement, ou le rôle du chef d'entreprise, mais ce n'est pas le rôle des syndicats, dans un mélange des genres où plus personne ne comprend qui est le patron. Qui connaît le patron de l'assurance maladie? Qui connaît le patron de l'assurance chômage? Personne. Alors, quand on a fait le Grenelle de l'environnement, vous vous en souvenez, hein, Renaud Martine, j'avais mis les syndicats, les chefs d'entreprise, les agriculteurs, le monde associatif. Ils ont tous de l'importance. Tous. Mais c'est le gouvernement et les élus qui prennent les décisions. Ou alors on n'est plus dans une démocratie. Dans une démocratie, il y a des élections. On choisit ceux qui nous conduisent. Et la légitimité du président de la République, personne ne la remettra en cause, en tout cas à mes yeux. Il faut un patron. Et si on n'est pas content, on change. Mais ce n'est pas une espèce de forum où tout le monde veut décider. Parce qu'à l'arrivée, ça donne des démocraties qui sont devenues des régimes de l'impuissance, où tout le monde peut empêcher de prendre une décision et où personne ne peut prendre une décision. Je n'aime pas cela. Naturellement qu'il faut sauver les crapauds à pois orange. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne une décision au nom de l'intérêt général. Et l'intérêt général et la prise de décision, elle ne peut pas plaire à tout le monde. Ça s'appelle une démocratie, avec une majorité, une opposition, des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Mais celui qui a le pouvoir, il doit pouvoir l'exercer. Ou alors, c'est plus rien. Et je suis assez frappé de voir que dans le monde d'aujourd'hui, le leadership, il est beaucoup en Asie, il est assez peu en Occident. Et au fond, quels sont les vainqueurs de ce régime d'impuissance où on ne laisse personne prendre la responsabilité? Eh bien, c'est des leaders qui s'affranchissent de toute règle. C'est Bolsonaro. Pardon, c'est Trump, voire Johnson. Parce que ceux qui sont perdants, c'est les vrais républicains, de gauche ou de droite, ou du centre, ou les vrais démocrates. Et les vrais élus. Voilà ce que je pense profondément, parce que moi je crois dans la France, je crois dans l'Europe, je crois dans nos racines judéo-chrétiennes, je crois dans notre modèle de civilisation,
Je n'accepte pas qu'il soit rayé de la carte. Et si vous vous souvenez de 2007, 2008, 2009, 2010, des leaders du monde à l'époque, ils étaient occidentaux. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ce n'est pas du tout un jugement sur M. Macron, sur Angela Merkel ou sur qui que ce soit. C'est un phénomène de tendance beaucoup plus lourd et beaucoup plus préoccupant. Et on doit se préoccuper de ça. Comment faire pour que les valeurs occidentales qui ont dominé le monde, qui ont été si importantes pour éclairer le monde, ne disparaissent pas? C'est la question qui est posée, et elle va au-delà du seul président de la République ou d'un seul camp politique. Elle nous interpelle tous. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On a hérité d'une des civilisations les plus brillantes du monde. On doit transmettre quelque chose. On doit défendre cette identité. On doit exister. On doit penser à ça. Je me souviens, Bush, qui a bien des défauts, a été sans doute le dernier président des États-Unis qui avait une ambition universelle. Alors, il s'est trompé, notamment en Irak, mais il avait l'ambition universelle. Et la démocratie, à l'époque, apparaissait comme le régime enviable. Est-ce que vous êtes sûr que c'est encore le cas maintenant? Merci en tout cas de m'avoir invité. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Et je voudrais vous dire une dernière chose. La passion, ce n'est pas quelque chose qui vous quitte. Mais la passion que j'éprouve, ce n'est pas la passion de la politique. C'est la passion pour la vie. Parce que la vie, quand même, c'est un miracle. Et merci de m'avoir permis ce moment de vie avec vous, cher Thomas Huyghe. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Afin de clôturer cet événement, j'appelle mon ami Patrick Martin, président délégué du MEDEF, à me rejoindre pour faire la conclusion et vous remercier au nom du MEDEF et au MEDEF 13 de votre participation. Je lui donne bien volontiers le micro. Bien, bonjour à tous. Philippe, mon ami Philippe, je m'associe par avance au remerciement qu'il va adresser au président Sarkozy. Je sais que tu le diras beaucoup mieux que je ne le ferai. Non, je voudrais simplement partager avec vous cette idée qu'on traverse, je reprends votre expression, Monsieur le Président, une période de tempête. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Et que face à cette situation, on ne peut pas avoir de certitude. D'ailleurs, les certitudes, c'est la manifestation d'une forme d'aveuglement, d'une forme d'arrogance. Qu'à l'inverse, il nous faut plus que jamais des convictions. Le fait qu'on soit tous à l'invitation de l'UPE 13 réunis ici, c'est l'expression d'une conviction. Et je vais me permettre, Monsieur le Président, de citer un artiste immense et qui vous était cher. Ce qui est important, c'est l'envie d'avoir envie. C'est la caractéristique des entrepreneurs. Et vous nous avez plus encore donné envie d'avoir envie. Merci beaucoup. Et pour conclure, je vais appeler mes vice-présidents à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît.